Nicolas, on n'arrivera jamais à faire le tour de Picasso, c'est très bien. Bien évidemment. Mais là, il y a un beau focus encore à faire, un bel angle d'attaque ou d'analyse de l'homme, enfin de son œuvre. Une autre boîte à ouvrir, Une autre boîte à ouvrir. c'est Picasso, l'homme engagé. Oui. Parce qu'effectivement, on connaît l'œuvre universellement. On a certaines idées de la réputation fameuse de Picasso. On a souvent parlé des femmes, mais aussi cette grande star du monde de l'art. Oui, d'accord, oui, d'accord. Oui. Mais le Picasso intime, qui était-il finalement? Peut-être qu'on le connaît moins, ou on s'y intéresse moins. Et c'est ça qu'on voulait ensemble regarder également. Exact. Alors, comment on détricote cette grosse ficelle-là? On va peut-être déjà regarder quelques œuvres majeures, en laissant certaines de côté, mais les plus importantes qui correspondent. Pour la première qu'on avait choisie, Guernica. Incontournable. Incontournable tableau, Guernica. Alors là, effectivement, un tableau qui ne se détache pas du contexte politique de l'époque. Picasso, peintre d'histoire, là on peut le dire, dans la manière ancienne, c'est quelqu'un qui illustre l'actualité de son temps, de manière dramatique. Effectivement, c'est cet affrontement qui va faire apparaître la Deuxième Guerre mondiale, et qui est déjà, pendant la guerre d'Espagne, le bombardement de ce village espagnol. Picasso est à Paris, regarde dans les journaux, voit des photos extrêmement choquantes et violentes, et immédiatement, c'est un engagement beaucoup plus intérieur, qui touche à ses racines. Une révolte un peu personnelle. Tout à fait. Ça le touche au cœur, littéralement également. Et là, immédiatement, il prend la décision de témoigner. L'art, c'est aussi un vecteur de communication. L'art a un pouvoir, c'est indéniable. Picasso, déjà à cette époque-là, bénéficie d'une aura et d'une notoriété incontestable. On va se situer à quelques mois de la grande exposition internationale de Paris en 1937. Celle-là même où les deux pavillons, et soviétiques et allemands, vont s'affronter de manière très belliqueuse. Et dans le pavillon espagnol, Picasso dévoilera au grand public cette œuvre complètement atypique, où l'on a l'absence de couleur, par les tons de noir, de blanc, monochrome, de gris bleu, gris froid, c'est ça. Une œuvre marquée par le dessin, par des détails. Le détail exprime peut-être beaucoup mieux que l'ensemble. Il n'y a pas de surdramatisation, c'est pas la peine de faire de grands effets d'emphase. Des fragments, des portions, comme des fragments d'anatomie, littéralement, qui suffisent à évoquer cette douleur, ce drame humain qu'a été Guernica. Cette œuvre, évidemment, c'était son but, va provoquer des réactions sur le plan artistique, encore une fois, mais bien au-delà, c'était bien sûr la volonté de Picasso, des réactions politiques, jusqu'à encore aujourd'hui, cette œuvre est parfois censurée. Elle est très difficile diplomatiquement à regarder. Elle a pu parfois être cachée, non reproduite, dans certaines circonstances où la politique utilise beaucoup l'arme de la propagande. Alors maintenant aussi, on peut le retourner dans l'autre sens et dire que Picasso fait une propagande contre... oui, voilà, c'est du militantisme. Exactement. Voilà. Donc on est vraiment dans le sein d'un engagement de Picasso, le citoyen, qui utilise finalement sa compétence, qui est l'art, au service de la cause. Il faut savoir, Picasso ne retournera jamais en Espagne pendant la période du franquisme. C'est un deuil pour lui qu'il fait par rapport à son pays, ses racines, en allant quelquefois très près. Il va régulièrement jusqu'à la limite des Pyrénées, mais en restant toujours du côté français et en attendant que le dictateur chute. Le thème, il y a aussi le taureau. Je reviens un peu sur l'image de Guernica. On retrouve un thème cher à Picasso. Et dans beaucoup d'images qui seront purement des corridas auxquelles il assiste quand il est en vacances, notamment, on en organise pour lui à Vallauris, eh bien, en arrière-pensée, bien sûr, qu'il y a la trame du drame espagnol, de la Deuxième Guerre et des autres violences humaines qui sont superposées à cette image innocente de ceux qui vont à la corrida et qui ne mettent à mort que des animaux.
Voilà. Comment peut-on parler d'un sujet sans le montrer Ouais, réellement? bien sûr, avec des symboles forts, quoi, voilà. Voilà. Universel. Alors après Guernica, en 1937, Picasso aura l'occasion, à nouveau, hein, dans d'autres circonstances qui se répètent, hein, d'évoquer ces grands conflits qui vont secouer la société. Comme ici, dans l'image qu'on regarde, dur, ça aussi, les massacres en Corée. Hein. C'est une toile qui est datée de 1951 et qui, sans aucun artifice, il y a, comme dans Guernica, il y a quelque chose de très cru, de brutal. Il n'y a pas de choses enjolivées. Le corps nu, là aussi, tout ça. Voilà, les corps nus, gris et grimaçants, hein, j'ai envie de dire, mais un peu métalliques, hein, du côté des bourreaux à droite. Toutes ces armes qui sont pointées dans cette direction des victimes innocentes, de manière assez caricaturale. Hein. On voit très bien, il y a les bons d'un côté, les innocents, et les brutes, les monstres, les sauvages de l'autre. Même si pour là, contrairement à Guernica, enfin différemment de Guernica plutôt, le paysage se dessine. Il y a une très belle frontière qui est faite entre les deux opposants, hein, avec cette rivière, l'eau qui est la vie, et la terre qui est verdoyante. Voilà. Donc là, l'œuvre est peut-être un peu optimiste. Oui, en tout cas, elle s'inscrit dans la tradition de la peinture d'histoire, encore une fois. Alors Picasso va continuer son militantisme, comme tu le disais très bien, à travers son engagement au sein du Parti communiste. Il va s'engager très rapidement et être également un vecteur de communication pour le parti. Rétrospectivement, on se rend compte qu'au XXe siècle, beaucoup d'artistes vont suivre cette tendance-là. On a beaucoup d'artistes qui iront, des intellectuels, je pense à des écrivains, Aragon et quelques autres, seront dans ces mouvements de gauche. Ce sont des belles prises pour le Parti communiste, entre guillemets. Je le mets avec un peu d'humour, bien sûr, on est avec le recul du temps. Mais de s'attacher, des faire-valoir, qui vont porter la cause de très belle manière. Picasso, il va sans se poser de questions, parce que humainement, ça correspond à une évidence, certainement. Maintenant, le dessin qu'on va regarder, il est assez particulier. C'est le portrait de Staline. D'accord, qui a été commandé. C'est une commande. Ça a été commandé dans des circonstances très particulières, lorsque Staline décède en urgence au sein du Parti communiste français. On va contacter Picasso pour qu'il réalise quelque chose en hommage au petit père des peuples, qui était Staline. Et là, il propose un dessin. La transaction se fait par téléphone. Et on lui dit, oui d'accord, mais fais très vite, parce qu'on doit boucler le tirage, il faut que ton dessin paraisse le lendemain. Et Picasso, comme à son habitude, travaille très vite, et réalise cette esquisse, cette ébauche. Je reste très neutre, très diplomate, parce qu'effectivement, ça va être un déclenchement de toute une campagne de haine envers Picasso et ce dessin qui est considéré par les militants comme non digne de représenter l'homme politique qu'il était, mais plutôt une caricature. Ouais, c'est limite, quoi. Voilà. On s'est demandé si c'était pas un dessin pour déstabiliser l'image qu'avait Staline. C'était aussi un moment où, au sein du Parti communiste en France, il y a plusieurs camps, plusieurs tendances. Maurice Thorez étant malade, étant en convalescence en Russie, il y a deux courants, il y a deux branches au sein du Parti communiste, ceux qui sont de la branche plus dure, qui respectent une orthodoxie où il faut faire, un peu à la russe, une sorte de réalisme socialiste, imposer ça aux artistes, et puis ceux qui sont les modérés, auxquels bien sûr Picasso appartient, et qui considèrent qu'effectivement, les artistes qui s'engagent, ces intellectuels, comme tu le disais, on leur fait confiance, on leur laisse la liberté. Carte blanche. Carte blanche, exactement. Et ce dessin a catalysé effectivement ces grandes tensions et a permis également de régler ces scissions en interne au sein du PC. Mais effectivement, c'est un dessin. Il y a eu toute une série de contre-articles ensuite dans le journal qui était un quotidien du Parti communiste avec, je ne sais plus si c'était dans l'Humanité ou encore
Un autre, il y en avait plusieurs à l'époque. Hein. C'est vrai que quand on se replace aujourd'hui, Ah les oui, communistes par rapport à l'époque, c'était vraiment un parti extrêmement populaire. Et là, spontanément, les lecteurs ont écrit des lettres hein, pour défendre Picasso, Ah oui. ou au contraire, pour attaquer Picasso. Bon, d'accord, ça a fait bouger, ça a Bien fait sûr. couler de l'encre. Les communistes français entre eux, mais par rapport à la position du communiste français par rapport au parti communiste russe. Ok, bon, ça fait partie de l'engagement de Picasso. Comment, en quelques traits, on peut finalement secouer les médias. Exactement. Minutes, hein. Bon, on sait, hein, malheureusement, les caricatures. Hein. On a eu un mauvais exemple en début d'année. Alors, on va continuer avec d'autres images. Ici, c'est une peinture de Picasso qui s'appelle L'enlèvement des Sabines. Mais c'est un tableau qui est peut-être moins célèbre de Picasso, mais qui reprend le fameux tableau de l'artiste Jacques-Louis David, un peintre qui, en son temps, était engagé dans la Révolution française et ses différentes phases, et qui sera également son peintre imagier. Et dans cet enlèvement des Sabines, de manière très subtile, Jacques-Louis David, mais ensuite Picasso, pose les conflits, les tensions de son temps. L'enlèvement des Sabines, finalement, c'était l'enlèvement des femmes par le camp ennemi, pour priver l'ennemi de le moyen de se reproduire hein, et de prospérer. Donc c'était vraiment une attaque militaire, hein, mais qui était centrée justement symboliquement sur les femmes. D'accord. Jacques-Louis David, bien sûr, quand il peint ce tableau, évoque les conflits politiques de son temps, hein, autour de la Révolution française. Quand Picasso va réaliser cette image, j'ai la date du tableau, on est en 1962. Alors là aussi, oui, c'est une année qui est assez riche en événements. On est au moment où il y a la guerre d'Algérie, de nombreux autres conflits qui sont en cours et qui ne sont pas réglés. Et ici, Picasso va le traduire. Hein. Moi, je pense qu'il y a une sorte pas de défouloir, mais de tribune qui est offerte. Picasso se permet toutes les audaces. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, 50 ans après, on regarde des massacres en Corée, on regarde Guernica, on est très très loin de ces conflits. La question qu'on pourrait se poser, c'est que ferait Picasso aujourd'hui dans ces périodes avec ces événements dramatiques. Certainement qu'il donnerait des images qui deviennent un peu des icônes. Hein. C'est un petit peu la Tour Eiffel qui est un peu peace and love maintenant, qu'on voit régulièrement taguée par des jeunes dans le métro, ou sur certaines façades. Et ici, Picasso montre, encore une fois, ce massacre qui s'attaque aux femmes, un des grands sujets de Picasso. Donc il y a le sujet, et puis la démesure. Picasso, c'était aussi quelqu'un d'immense, hein, d'impossible à mesurer, hein, incommensurable. Et là, c'est ce géant, avec ce couteau, mais c'est même plus un couteau de boucherie, là, là, on peut couper toute une armée d'un seul jet. Par rapport au petit bouclier, dérisoire, et puis ses bras levés, ses jambes, tout gesticule, tout souffre, et tout est en... Oui, voilà, c'est le chaos, c'est le chaos. Image très très forte. Mais tu as raison, elles sont beaucoup moins connues, ces images-là. De même que cette chapelle qu'il décore à Valoris, là où il travaille chez un potier, qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Et là, s'inscrire dans la grande tradition de la peinture murale, comme ces artisans des fresques romanes qu'il a tant regardé. Alors ici, ça s'appelle Guerre-épée, hein, ça pense à la littérature russe d'ailleurs, et les deux camps sont affrontés. Et là, même si on regarde une image assez lointaine de cette chapelle, qu'il faut vraiment aller voir, rien que par les couleurs. Les couleurs, l'opposition des couleurs, bien sûr. Bien. Le bleu, hein, qui a cette... tout à l'heure, quand on évoquait le bleu de la période de jeunesse de Picasso, on était dans la mélancolie. Mais là, on est dans la plénitude. Hein. On est dans l'immensité d'un ciel, ou peut-être de l'évocation d'une plage. C'est le bonheur, c'est la joie de vivre. Hein. Dire ça m'évoque Matisse, qui était lui d'ailleurs également installé pas très loin de chez Picasso. C'est pas faux, là. Hein. Les deux grands monstres de leur temps. Hein. Picasso lui dira, d'ailleurs on peut peut-être conclure là-dessus, vous avez la couleur, en s'adressant à Henri Matisse. Moi j'ai la ligne. Bon, dans cette image, on voit que
lignes et couleurs se font forme, exactement. et guerre et paix, à travers des formes et des couleurs spécifiques, hein, vont donner deux résultats complètement différents. Magnifique. Quel homme extraordinaire, quel artiste, et donc engagé extraordinaire. Hein. Il n'était pas dans sa bulle, dans son univers purement de création. C'était Un quoi. Une manière de regarder, d'absorber les choses et ensuite de les donner à voir. Les restituer, les universaliser, etc. Exactement. Super, super. Merci beaucoup Nicolas pour cette découverte rapide, mais pas superficielle, mais rapide, pour une raison rapide de cette partie de la vie de Picasso, cet engagement politique, voilà, cette écho qui se faisait des événements politiques qu'il a traversé. Merci Frédéric, Merci. Merci à tous, à bientôt. Voilà.